Je suis très contente et honorée de collaborer avec Oxydadis depuis maintenant plusieurs années. Alors plutôt sur les questions de littératie, c'est vraiment la perspective que je vais adopter aujourd'hui pour vous parler des mathématiques, de la discipline mathématique, parce qu'en réalité, je suis linguiste, donc je suis en sciences du langage et plus particulièrement en didactique des langues et des cultures. Donc je m'intéresse véritablement à tout ce qui est de l'ordre de développer les compétences en français langue de scolarisation. Alors en priorité pour des élèves qui sont allophones, mais on va voir qu'effectivement nos élèves francophones, eux aussi, ont parfois des problématiques avec le français langue de scolarisation et les pratiques langagières des mathématiques. Donc on l'a vu depuis ce matin. Donc là c'est vraiment une conférence ce soir de clôture plus d'ouverture sur ces questions. Et donc on pourra débattre de ces problématiques et si effectivement ça vous touche dans vos pratiques professionnelles ou dans vos pratiques de recherche, parce que effectivement souvent le plurilinguisme des élèves est un peu passé sous silence, notamment parce que ce ne sont pas des élèves qui sont nouvellement arrivés en France. Ils peuvent parler une langue ou deux langues en famille et puis le français à l'école par exemple, et on n'utilise pas forcément ces langues comme des ressources. Donc je vous montrerai que ça c'est vraiment un aspect qui nous intéresse particulièrement. Alors quelles sont les problématiques et les défis qu'on a actuellement avec ces questions de langage et en particulier avec les mathématiques? Alors on entend évidemment quand on fait nos études dans les classes que il y a des problèmes avec la langue de scolarisation, en particulier dans les disciplines, en particulier dans les mathématiques, que ça touche les élèves francophones, mais que ça touche aussi les élèves allophones. Donc allophone, ça veut dire des élèves qui viennent d'arriver en France, mais on peut utiliser allophone comme un chapeau générique. C'est tous les enfants en fait qui ont une compétence plurilingue et pluriculturelle, donc ils peuvent parler certaines langues en dehors de l'école, et ça, quand on va dans certains quartiers, on s'aperçoit que ça peut être quand même 100% de nos classes. Donc ça, je pense que c'est quand même important d'en prendre conscience, même si, évidemment, c'est pas forcément une information au niveau politique qu'on souhaite mettre en avant, mais au lieu de considérer que c'est un handicap langagier ou linguistique, parce que c'est ça aussi qui était dans les circulaires jusqu'en 1984 quand même, on considère qu'actuellement, l'allophonie, eh bien, c'est une ressource, enfin ça on le sait en recherche depuis les années 70, ça peut être une ressource au contraire pour apprendre d'autres langues et pour réfléchir à des disciplines scolaires. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors c'est vrai que les enseignants sont un petit peu parfois désorientés par l'hétérogénéité des classes, que effectivement, alors là, on a vu qu'il y avait des chercheurs et des collègues qui viennent de Suisse, qui viennent de Belgique, Luxembourg, etc. Donc, il faudrait voir les dispositifs. C'est vrai qu'en France, très souvent, quand il y a une problématique spécifique avec des élèves, on a tendance à construire un dispositif. Voilà. Et pour les élèves allophones, c'est la même chose. Dans les écoles qui en disposent, de l'élémentaire au lycée ou collège, eh bien, il y a des classes qu'on appelle UPE2A qui accueillent les élèves allophones à 50% du temps, mais très intéressant pour nous, les mathématiques, c'est en inclusion directement. Donc vous voyez, les professeurs de mathématiques se trouvent immédiatement avec des élèves allophones qui ne parlent pas du tout français et qui doivent faire des maths. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de savoir quelles vont être les possibilités pour ces professeurs de mathématiques, comment on peut les former. Et puis aussi, comment finalement, ces élèves allophones qui viennent d'arriver, ça peut être un plus aussi pour la classe de mathématiques. Donc ça, on le verra également. Donc l'idée aussi, c'est plutôt de considérer que, d'accord, il y a les modalités dispositives, mais c'est aussi peut-être nous de mieux former les enseignants, en tout cas de leur donner les informations nécessaires pour qu'en inclusion, eh bien, ils puissent être à même de répondre à ces défis. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on discute avec la Commission européenne, par exemple, comme instance, quand moi je leur explique que nous, on a des beaux dispositifs, UPE2A, etc., ils me répondent oui, mais enfin, ce qui serait intéressant, c'est que tous les enseignants soient formés aux problématiques dont on a discuté aujourd'hui et que l'inclusion, on ne soit pas obligé de faire des dispositifs, qu'on arrive vraiment à développer de la pédagogie différenciée. D'accord, donc ça c'est intéressant aussi de le voir d'une autre perspective, sachant que quand même les institutions européennes avec lesquelles on travaille, Commission européenne, Conseil de l'Europe, c'est un peu spécifique dans le sens où eux, évidemment, ils sont en faveur du développement du plurilinguisme, du pluriculturalisme. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont contre vu que quand même ils s'occupent des citoyens européens. D'accord ? Alors, donc voilà, aujourd'hui c'est ce que j'aimerais vous montrer, comment différencier, comment créer des liens entre les élèves allophones et francophones, comment travailler en français
français et dans les disciplines et en mathématiques. Voilà. Et puis aussi, on discutera un moment des parents comme coéducateurs. Ça devient vraiment quelque chose qui est important et c'est des nouveaux travaux qu'on développe actuellement, notamment avec Aurélie Chenet, qui est expert aussi sur les dossiers et avec laquelle je mène des travaux justement sur... Alors elle était plutôt sur les pratiques langagières, inégalités sociales pour la compréhension des maths. Et puis moi, je suis arrivée dans les travaux avec la question du plurilinguisme. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves aussi allophones ou des élèves qui parlent d'autres langues, puisqu'on est sur des collèges à Béziers où en fait les enfants sont nés en France, ils sont français, mais ils peuvent parler turc à la maison, ils peuvent parler arabe, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments et comment les parents peuvent être des coéducateurs sur ces questions, notamment de mathématiques. Et puis comment atteindre les objectifs de maîtrise de la langue, même si nous en didactique des langues, on ne parle pas de maîtrise, mais on parle de compétence, parce que maîtrise, si on ne délimite pas le niveau de compétences qu'on souhaite atteindre et dans les différentes composantes, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, et en monologal et en dialogal, vous voyez toutes les compétences que ça fait et qu'on entraîne et qu'on teste quand on travaille véritablement sur le langage en tant que tel, que ce soit une langue 1, 2 ou la langue maternelle. Eh bien, maîtrise de la langue, c'est un chapeau trop large, si vous voulez, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire de façon très fine avec les élèves. C'est comme mettre mal dit sur une copie, ça dit rien en fait de qu'est-ce qui est mal là-dedans. Donc on sort évidemment de la binarité et on s'intéresse évidemment aussi à ce qui se passe dans les disciplines et pas uniquement dans la discipline français. Voilà, et puis en plus on parle davantage ces derniers temps de langage du numérique, de langage artistique, etc. Et donc ça aussi c'est des choses qu'il faut interroger puisque ça fait partie aussi du langage. Donc vous voyez qu'il y a tous ces défis qui nous viennent, qui nous arrivent. Et en même temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est que on se plaint finalement de ce paysage multilingue dont on ne sait que faire, parce que finalement, ce n'est pas les bonnes langues, j'ai envie de dire. Si tous nos élèves parlaient anglais à la maison, peut-être que là, on se réjouirait. Voilà. Mais nous, on est linguistes, on est didacticiens des langues, et on sait très bien que cognitivement, je vais vous parler de la question des transferts, pour nous, que les élèves soient turcophones, arabophones ou anglophones, de toute façon, il y a un intérêt effectivement à développer une compétence plurilingue et pluriculturelle parce que ça, évidemment, c'est un ensemble d'atouts et c'est pas juste, si vous voulez, de dire hashtag vivre ensemble, voilà, le côté bisounours, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, les études montrent, depuis notamment les premières études de Cummins, etc., que solliciter ou avoir recours aux langues des élèves, en fait, c'est un atout pour se décentrer et mieux comprendre des éléments de la langue cible ou des pratiques langagières de la discipline cible qu'on est en train de travailler. Donc ça, je vous le montrerai par des exemples. Et vous voyez que la Commission européenne, depuis 2019, donc a bien statué qu'il est nécessaire que nos systèmes scolaires développent au moins 2 langues, en plus de la ou des langues familiales. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on a beaucoup d'élèves qui parlent déjà 3-4 langues, quoi. Donc on y est presque. Mais vous voyez, il y a quand même ce décalage. Et bon, nous, en recherche, évidemment, on est censé être dans l'intégrité scientifique, donc on essaye de dépasser ces paradoxes qui sont plutôt, j'ai envie de dire, des doxas qui circulent, mais qui ne rendent pas compte de la réalité des locuteurs et des élèves. Alors juste pour vous remettre en situation les premières études, donc qui ne sont pas nouvelles en fait, c'est ça qui est un peu toujours curieux, mais c'est normal aussi, la recherche a toujours un écart après avec la formation, mais de ce qui a été mis en évidence, vous voyez, dans les années 80 par Cummins sur l'interdépendance des langues, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez la chance d'avoir le phonème U dans une ou des langues que vous parlez déjà, quand vous allez apprendre le français, où il y a ce fameux phonème U qui n'existe pas dans beaucoup de langues, malheureusement, eh bien le transfert va se faire automatiquement. Mais bien sûr, nous, les enseignants, je m'inclus dedans parce que je forme les enseignants qui ont des élèves allophones dans leur classe, mais j'ai aussi enseigné le français langue étrangère un certain nombre d'années. Et donc, on ne félicite jamais l'élève en disant « Ah, c'est très bien, tu as transféré le U ». C'est des choses qui se font cognitivement de façon automatique et systématique. D'accord ? Par contre, si le U n'existe pas dans la langue 1, l'élève, il va
peut-être aller chercher un ou, aller chercher un i, hein, voilà, et puis il va dire la roue au lieu de la rue, hein, mais il va essayer, voilà, parce qu'il ne pourra pas le percevoir, hein, vous le savez, à partir de 7 ans, on a le cortex cérébral qui se plastifie, et on a beaucoup plus de difficultés à entendre des sons qu'on n'entend pas, effectivement, qu'on n'avait pas dans des langues qu'on connaît. Voilà. Donc ça marche pour les sons, mais ça marche aussi pour les structures syntaxiques, hein. Donc si on vient d'une structure syntaxique isolante comme le mandarin, c'est-à-dire que on ne va pas avoir de flexion verbale, etc., d'accords, et ben effectivement, quand il va falloir se mettre, par exemple, à des systèmes morphologiques d'accords comme en français, ou et ben, évidemment là, il va pas y avoir de transfert, donc il va falloir apprendre ça. Mais en tout cas, quand on forme les enseignants et qu'on leur dit, ne soyez pas Marie, hein, ne vous inquiétez pas outre mesure, selon les langues que l'élève connaît, eh bien, il y a des choses qui vont lui permettre d'avancer, et il y a des choses, eh ben, on peut déjà prévoir sur quoi on va pouvoir travailler. Donc on sait quelle pédagogie différenciée en fait mettre en œuvre, hein. Maintenant, on va sur Wikipédia, on va sur des sites qui ont été fabriqués par nos collègues du CNRS à Paris, Langue et grammaire du monde, où en fait, selon les langues, on va pouvoir prévoir qu'est-ce qui va être facile et qu'est-ce qui va être à travailler en priorité, et ce ne sera pas un souci. Voilà. Donc ça, en plus, au départ, c'était qu'une hypothèse dans les années 70-80. L'imagerie cérébrale, les travaux de Paradis, etc., ont montré qu'effectivement, quand on active une langue, effectivement, on active aussi les autres langues. C'est pour ça qu'on a un accent, hein, parfois quand on parle, puisque effectivement, ce sont les traces de ces transferts d'autres langues. Alors nous, ce qu'on cherche pas, c'est le purisme de la langue, c'est pas du tout ça. On cherche à ce que l'élève développe des compétences qui soient suffisantes pour pouvoir, effectivement, alors qu'il ait par exemple un R roulé, pour nous, c'est pas rédhibitoire, hein, donc on va pas s'acharner sur le R roulé, mais par contre, la distinction entre U et OU, oui, au niveau phonologique, ça a un sens. Donc là, effectivement, on fera ce qu'on appelle de la phonétique corrective ou remédiative, hein, comme disent mes collègues qui travaillent dans le domaine. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, toute cette perspective, elle a quand même été développée déjà il y a plus de 20 ans dans, peut-être vous le connaissez, le cadre européen commun de référence pour les langues, hein, pour justement, alors qui a été beaucoup utilisé pour évaluer les compétences en langue de nos élèves, mais en réalité, il y avait déjà la question de la définition de la compétence plurilingue et pluriculturelle, qui englobe l'ensemble du répertoire langagier à disposition. Donc, il y avait déjà cette vision, hein, cognitive, mais en réalité, il y a eu peu de choses qui ont été faites du point de vue de la formation des enseignants pour pouvoir justement suivre ces principes de recherche qui ont été positionnés après dans des documents institutionnels. C'est la raison pour laquelle vous voyez que je fais faire souvent des biographies langagières aux élèves, hein, pour savoir quelles sont les langues qu'ils parlent. Donc, ils peuvent choisir une langue associée à une couleur, etc. Et en réalité, c'est intéressant parce que très souvent, les élèves ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit ou ils n'ont pas envie ou ils se sentent mal à l'aise de dire qu'ils parlent telle ou telle langue parce qu'ils savent que socialement, ce n'est pas forcément très, très bien accepté. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on travaille de cette manière-là. Il y a un autre document institutionnel qui est le guide pour l'élaboration la plateforme de ressources et de références pour une éducation plurilingue et interculturelle, pareil, hein, qui a une vingtaine d'années, et qui montre que quand on a une langue de scolarisation au centre, donc par exemple le français, c'est très intéressant pour mieux développer ses compétences, de mettre en rapport avec les langues de la migration ou des langues régionales, hein, de mettre ça aussi en perspective avec les langues vivantes étrangères, par exemple dès l'école élémentaire qu'on apprend, éventuellement des langues classiques, et quand on est aussi dans d'autres disciplines, comme les maths, et là c'est ce que je vais vous montrer, on peut aussi solliciter les langues des élèves, ça leur permettra de mieux comprendre un certain nombre de choses. Donc peut-être pour le moment c'est un peu abstrait ce que je vous raconte, mais je vais vous montrer rapidement avec des exemples, hein, sur des conséquences, des exemples de travail avec des élèves. Alors, ça veut dire que didactiquement, c'est un peu la révolution copernicienne. Ça veut dire qu'on incite les enseignants. Alors, surtout, j'ai envie de dire pour les enseignants langue, c'est un peu perturbant parce que pour eux, ils sont spécialistes d'une langue. Alors, si on leur dit il faut solliciter d'autres langues, ils vont dire bon, voilà, ça c'est un peu. Et surtout, quand c'est des langues proches, paradoxalement, des fois, les collègues me disent ah oui, mais non, mais je veux pas qu'ils mélangent le français et l'espagnol ou l'italien et l'espagnol. Mais en fait, non, j'ai envie de dire tant mieux s'il y a des points communs, s'il y a des transferts, et après, on va affiner.
D'accord? Alors, je donne souvent, comme c'est en fin de soirée, excusez-moi, je donne souvent des exemples avec mes enfants. Donc, je donne un exemple avec mon fils qui arrive avec 40 mots de lexique en espagnol à apprendre du jour au lendemain. Alors, déjà, je lui dis, bon, ça m'étonnerait quand même que ton enseignante te donne ça à faire du jour au lendemain parce que cognitivement, 40 mots de lexique, ça me semble quand même un peu excessif. Alors, évidemment, c'était pour la semaine d'avant. Donc, on peut imaginer que si c'était 5 mots par jour, voilà, avec la mémoire associative, etc., etc. Et puis là, bon... il me dit mais je vais jamais y arriver. Je lui dis mais tu sais combien il y a de vocabulaire commun entre l'espagnol et le français? Il me dit je sais pas, 40%. Je lui dis non, plus, encore plus. Je lui dis on arrive presque à 70%. Donc regarde ce qu'on va faire dans la liste des 40 mots. On prend les mots qui ressemblent au français. Et en fait voilà, on avait déjà 2/3 des mots qui ressemblaient au français. Donc ça c'était très facile à mémoriser. Et après effectivement on va avoir des mots qui ressemblent à rien. Là c'était sur les instruments de la maison, le balai, la poubelle, etc. Bon, et puis le balai, il me dit non, là, maman, je ne sais pas comment retenir ça. Et alors je lui dis, entraîne ta mémoire associative. Comment ça se dit? Escobar, ça te fait penser à quoi? Il me dit, je pense à Pablo Escobar. Alors je lui dis écoute, peu importe, imagine que Pablo Escobar nettoie sa cellule avec son balai, et je vous assure que même encore aujourd'hui il se souvient de comment on dit Escobar. Donc vous voyez, il faut toujours trouver des stratégies. Donc les stratégies, ça peut être le lien entre les langues ou alors d'autres associations avec des contextes qui a été vraiment développé en didactique des langues sur ce qu'on appelle les approches communicatives où en fait on joue des énoncés dans un contexte et ça nous permet de mémoriser. Voilà. Alors, tout simplement pour vous dire qu'on travaille sur ces questions, notamment dans un récent projet européen qui s'appelle LISTIAC. Alors, en anglais, Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms. En français, des enseignements sensibles dans toutes les langues. Et donc là, quelles que soient les disciplines, l'idée, c'était de solliciter les langues des élèves. Mais évidemment, ça ne va pas être que pour les élèves allophones. Les élèves francophones, ils peuvent solliciter des langues régionales, des langues vivantes enseignées dans l'établissement, etc. Vous voyez, parce que sinon, on a l'impression qu'on crée des dispositifs, encore une fois, pour certains types d'élèves. Donc nous, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Alors là, vous allez voir en maternelle, tout simplement, une petite vidéo où les élèves sollicitent leur langue, et ça marche pour la discipline français et ça marche pour la discipline mathématique. Alors, je ne sais pas si on a du son. Voilà, merci. C'est du français. C'est vous qui avez choisi la couleur bleue. Donc en français, on sait dire bonjour, au revoir, oui, non, merci, s'il te plaît. En rouge, c'est quelle langue? Alors, ça commence par A, oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas de l'arabe. Alors, on va voir. Hello. Hello. Goodbye. C'est quelle langue? En anglais. En anglais. Merci. Et en orange, c'est quelle langue? Chut. Alors écoutez. Hola. Adios. Quelle langue? Espagnol. Muy bien, espagnol. Ah. En vert. Salam. En arabe. Salam. Voilà. Salam alaikum. Slama. En arabe. Ça veut dire quoi, Slama? Slama. Shukran. Chocolat. Dire merci. Et en rose, quelle langue? Alors je vous dis. Nangadef. Mangidem. Djerejef. C'est quelle langue? En voilà. Et la dernière, celle où il n'y a rien pour l'instant. Italienne. Non. Oursari. En Oursari. L'Oursari, c'est la langue des Roms. Et qui c'est qui parle Oursari ici? Rebecca. Mais Rebecca n'est pas encore tout à fait prête pour nous dire comment vous avez le mot. Mais bientôt, hein Rebecca? Nous en tout cas on attend. Lundi 12, on est parti. Asia. Vas-y. Salam, Asia. Rebecca. Hola, ¿qué tal? Awa. Salam alaikum. Amel. Bien, Nangadef. Bien. Amina. Hello, Amina. How are you? Hi. Selma. Salam. Amir. Oui, Nangadef. Rania.
Adieu, Rania. Jouaria. Hello. Hello, bien en anglais. Sarah. Hola. Hola, muy bien. 4, 5, 6, 7, واحد جد نتا أربعة 8 7 Ouais, il y avait du vent ce jour-là. Donc tout ça pour vous dire que évidemment ça fait partie des programmes, l'éveil à la diversité linguistique. L'idée c'est pas d'enfermer les élèves dans une langue, c'est que les élèves peuvent répondre à l'appel dans plusieurs langues. Et bien sûr après ce qu'on fait c'est des observations méta. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, voilà. Donc ça dans la forme, dans ce qu'on peut entendre. Et puis il y a le lien avec les parents, c'est-à-dire qu'on va pas demander à l'enseignante de connaître ou de parler, ce qui fait souvent peur quand on présente ce genre de choses aux enseignants, c'est de solliciter les élèves et de solliciter les parents pour faire des murs sonores plurilingues, des imagiers plurilingues, etc., etc. Donc ça, c'est important de solliciter les parents et puis évidemment de leur dire de parler les langues avec lesquelles ils sont à l'aise. C'est ça qui permettra les transferts. Plus on est compétent dans une langue, plus on est capable de transférer. Donc des parents qui vont voilà, s'obliger par exemple à parler français ou une autre langue avec laquelle ils sont pas forcément à l'aise, c'est un peu contre-productif en fait finalement par rapport au développement de cette compétence plurilingue et pluriculturelle. Et ça permet évidemment, après, on l'a vu dans plusieurs de nos travaux, que les parents soient plus au courant de ce qui se passe à l'école, les enfants en parlent davantage, etc., parce qu'ils sont autorisés à le faire dans une ou des langues que les parents comprennent. Alors, côté enseignant, une représentation que je donne souvent, c'est celle du diamant langagier. Alors le diamant langagier, c'est une représentation en fait pour symboliser que finalement toutes les langues qu'on peut parler, ça fait partie de notre diamant, et que selon les activités qu'on peut faire en classe, ça va nous permettre de façonner ou de faire briller, ou de pouvoir, j'ai envie de dire, oui c'est ça, tailler notre diamant pour révéler un petit peu sa brillance. Alors c'est pour des questions d'éthique et de justice sociale bien entendu, mais aussi bien entendu c'était l'idée de faire travailler ensemble différents types d'activités pour les enseignants et dans la formation. Voilà, donc c'est une forme de modélisation qui est maximaliste pour les élèves, qui est holistique. Alors je vous montre un petit peu la configuration sous cette forme-là. Chaque facette forme l'acronyme ensemble. L'idée c'est vraiment l'interaction, le socio-interactionnisme, que c'est vraiment par les interactions entre pairs, avec les enseignants, avec les parents et avec aussi tout le personnel éducatif qu'on va réussir évidemment à développer pour chacun un diamant langagier qui va permettre d'arriver à ce qu'on appelle la maîtrise de la langue, à mieux comprendre les disciplines, etc., etc. Donc il y a plusieurs facettes, c'est pas du tout étapiste, là pour le coup on a beaucoup parlé de Piaget aujourd'hui, mais c'est pas par étapes, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, c'est plutôt hologrammique et nous on s'inspire beaucoup des travaux d'Edgar Morin sur la complexité, c'est-à-dire que dans chaque facette il y a aussi les autres facettes, c'est-à-dire que je peux travailler avec les parents, vous voyez c'est la facette verte, bâtir des apprentissages avec les parents, mais en même temps pendant que je fais ça va permettre de nouer les langues lors des activités de classe. Donc voilà, c'est vraiment, on travaille les différentes facettes ensemble. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et puis, quand même, j'aimerais revenir sur un point, c'est que souvent, on a l'impression que la langue ou les langues parlées par les enfants à la maison sont plutôt des freins que des ressources. J'en ai parlé. Il y a la question du handicap linguistique qui reste quand même très, très... Souvent, d'ailleurs, les élèves allophones sont considérés dans des dispositifs de formation pour les enseignants où ils sont pour les élèves à besoins spécifiques. Alors, bien entendu. Mais bon, on voit que c'est pas toujours très clair. Alors qu'en fait, dans le monde entier, le plurilinguisme, c'est la norme, en fait. Le monolinguisme, il n'existe pas. Même les chercheurs qui travaillent sur
sur le plurilinguisme disent que finalement, même si on ne parle qu'une seule langue, on a tellement de façons de varier au niveau phonologique, syntaxique, etc., dans nos interactions, selon l'interlocuteur, selon le contexte, qu'on a vraiment différentes façons de pratiquer nos variations langagières. Et finalement, la variation, c'est la norme. Donc on est obsédé par une norme de scolarisation, mais en fait, cette norme, c'est une norme parmi les autres. Donc nous, notre objectif, puisqu'on travaille sur la reliance, c'est de partir des compétences langagères de l'élève pour créer du lien et aller vers la norme académique qui est attendue, mais pas en stigmatisant ces normes, en considérant qu'il y a le transfert à activer et à soutenir. Donc c'est vraiment ça la posture en fait de la recherche depuis les années 80. Et vous voyez là par exemple, j'ai un élève turc qui a du mal à comprendre peut-être le rayon du cercle, qu'est-ce que c'est ce du, hein, et on va peut-être considérer que tiens, il est handicapé entre guillemets parce qu'en turc finalement on n'a pas ça. Il suffit de juxtaposer les deux notions et on a la nature de la relation. Alors que nous, en français, on est obligé de mettre du. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais il ne faut pas considérer que c'est un problème. Ça n'existe pas forcément dans sa compétence plurilingue. Peut-être que d'ailleurs, ça existe dans d'autres langues qu'il connaît. Nous, on a beaucoup d'élèves ou d'étudiants qui parlent le mandarin, eh ben, ils sont bien contents d'être passés par l'anglais avant d'apprendre le français parce que au niveau syntaxique, voilà, au niveau même morphologique, il va y avoir plus d'acquaintance. Donc voilà, il faut considérer aussi tout le répertoire. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, c'est ce qu'on entend voilà, en disant que bon, le bilinguisme est négatif. Donc ça, c'est simplement depuis les années 80 qu'on a eu un peu un contre-balancement, j'ai envie de dire, de la recherche, en disant maintenant le bilinguisme, ça rend intelligent, on a des meilleures compétences en mathématiques, etc. Donc là, c'est peut-être un peu excessif par rapport à ce qu'on a pu voir dans la littérature scientifique. Donc là, nous, en tout cas, on est plutôt dans ce qu'on appelle des approches complexes, hein, sur la question des transferts, sur la possibilité de réflexion méta sur les langues et les disciplines, et c'est plutôt dans cette optique qu'on se positionne, et pas uniquement de développer encore des langues, en espérant que ça va avoir un impact sur l'intelligence globale. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est très modeste ce qu'on travaille, mais ça nous semble quand même plus fin et plus précis. Alors là, j'emprunte justement cette diapositive à Aurélie Chenet. Hein. C'était un travail qu'on avait fait toutes les deux sur la question du plurilinguisme et des énoncés mathématiques. Et donc, ma collègue dit que quand on regarde justement les études de fréquence de mots, hein, par rapport à des bases de données comme le français fondamental et ce qu'on trouve en maths, on s'aperçoit que finalement, est en test de liste en mathématiques. Mais qui étudie ou qui fait analyser 2 à ses élèves en maths? Donc vous voyez, c'est quand même assez troublant. Alors que finalement, quand on regarde sur les corpus de français fondamental, c'est surtout le être, hein, le verbe être qui arrive en numéro 1 et 2, il arrive plus bas dans le positionnement. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de substantifs et d'adjectifs dans les pratiques langagères en mathématiques que dans les énoncés courants. Donc ça, c'est aussi intéressant de le noter. Et qu'il y a une très faible variété de verbes. Donc là, déjà, ça nous donne une indication sur les spécificités, peut-être, sur lesquelles travailler en mathématiques avec les élèves. Et puis aussi, ça probablement, ça a été dit aussi dans la journée, mais qu'il y a une naturalisation des pratiques langagères mathématiques chez les experts, et que c'est vrai que parfois on oublie, quand on est expert de sa discipline, que finalement on a un discours expert. Alors on a l'impression que c'est tout à fait naturel. Alors moi qui travaille aussi avec les perspectives interculturelles, c'est exactement la même chose. On a l'impression que c'est tout à fait naturel alors que c'est un construit. Et le problème, c'est que quand on devient expert, j'ai envie de dire, nous les enseignants, finalement, on est les plus mal placés pour aider nos élèves, puisque finalement, on a toujours été plus ou moins des bons élèves puisqu'on a réussi dans le domaine. Et donc, est-ce qu'on est passé par toutes ces étapes pour pouvoir décortiquer les problématiques avec lesquelles on a dû se colter durant notre scolarité? Alors vous voyez que finalement il y a des obstacles et il y a des leviers. Hein. Alors là, elle donne, Aurélie Chenet, l'exemple de symétrique. Hein. Ça peut être la propriété d'une figure, ça peut être la relation entre une figure et une droite, une relation entre deux figures, une relation entre deux figures et une droite. Donc là, pour l'expert, le prof de maths, il sait de quoi il parle. Pour l'élève, on est quand même moins certain. Alors vous imaginez pour un élève allophone. Voilà, donc là, vous avez vu que c'est pas forcément toujours très simple. En plus, ça peut être employé comme nom, adjectif au féminin ou masculin.
Encore bien pour nos élèves, par exemple, qui parlent le mandarin, où il n'y a pas de féminin, où il n'y a pas de masculin. Et voilà. Donc là, il peut y avoir effectivement une surcharge. Hein. Et puis, ce qu'elle dit aussi, c'est que des structures syntaxiques complexes qui sont nécessaires pour prendre en charge la relation entre 3 objets. Et ça, quand on dit c'est le symétrique, ben, la relation, elle a disparu en fait. Elle a disparu même syntaxiquement. Donc c'est difficile pour les élèves francophones. Je vais en prendre un deuxième. Voilà. Alors, nous, ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on sollicite les langues des élèves, peu importe s'ils viennent d'arriver en France, si ça fait un moment, etc. Et puis, plus récemment, là, on sollicite aussi les parents pour leur demander. Alors, c'est intéressant parce que quand on commence à solliciter les parents, on est tombé sur des parents qui étaient profs de maths en Turquie ou au Maroc. Alors là, attention, hein, la pression monte. Mais c'est intéressant, justement, parce qu'ils ont pu nous traduire certains énoncés. On a pu réfléchir sur les langues avec eux. Donc, voilà, la coéducation, finalement, peut aussi prendre place dans ce type de dispositif. Donc là, on a Riem qui s'interroge sur cette question de symétrique, et on voit que quand il le traduit en arabe, eh bien, effectivement, il y a cette traduction possible de l'un à l'autre, hein, ou l'un de l'autre. Bon, il y a bien une question de relation, et en fait, ce qui est important, alors pour vous dire, parce que j'ai toute une formation avec la linguistique énonciative de Culioli où nous on travaille avec des notions. C'est pas du tout la grammaire. Hein. En fait, il y a la notion de relation par exemple. Et après, selon les langues, la notion de relation, ça peut être simplement de juxtaposer 2 notions. Mais ça peut être aussi morphologiquement de réinvestir la relation en mettant un 3e terme, par exemple. Mais ça va dépendre des langues. Donc, vous voyez, nous, c'est ce qu'on essaye de faire émerger. Bien sûr, on ne le dit pas comme ça aux élèves. On dit, dans les langues que tu connais, est-ce qu'il y a un mot qui veut dire la relation, ou est-ce qu'il y a un mot qui veut dire non, si on travaille sur la syntaxe négative, etc. On n'a pas besoin de métalangage, en fait, pour travailler sur ce qu'on a appelé déjà, il y a un moment donné, dans les années 80, la sociolinguistique scolaire ou l'observation réfléchie des langues. On n'a pas besoin d'utiliser du métalangage. D'accord ? Donc, on peut tout à fait travailler de cette manière-là. Voilà. Donc, on envisage une réflexion méta avec les élèves, hein, voilà, et on s'aperçoit que le par rapport, il existe, et voilà, comme on le dit, dans telle ou telle langue. Donc, on peut travailler sur les différents usages de 2. Là, j'avance très très vite, hein, parce que j'ai pas le temps d'aller dans les... Et on peut faire des tableaux récapitulatifs. Donc, quand tout à l'heure, dans le diamant langagier, il y avait une facette qui disait créer du matériel ou acquérir du matériel, on peut demander évidemment aux élèves d'amener des manuels de maths. Nous, c'est ce qu'on a fait, qu'ils avaient à la maison dans une autre langue. On a pu regarder comment ça se passait. Évidemment, on n'est pas capable de lire, mais c'est pas grave. On peut regarder un petit peu comment ça c'est proposé. Et puis aussi, on peut travailler sur ces tableaux qu'on peut créer, qu'on peut mettre aussi en affichage dans la classe. Et c'est très intéressant. Donc, avec les langues de la classe. Donc, en conclusion, mais après, je vais vous montrer une application pratique. Hein. Effectivement, on voit que les pratiques langagières pour les élèves allophones, à la fois, c'est un objet d'apprentissage et c'est un moyen d'apprentissage. Et c'est aussi apprendre à parler comme les mathématiciens, mais on voit que par la compétence plurilingue et pluriculturelle, ça nous permet peut-être de l'approcher, en tout cas de façon décentrée et de façon réfléchie. Et donc, c'est pour ça que ça nous semble intéressant dans les travaux qu'on mène. Et puis, bien sûr, hein, en élément conclusif, on propose des tâches qui motivent. Alors, vous pouvez, peut-être que là il est tard et puis vous vous dites non, faire des observations comme ça dans différentes langues. Eh bien, en réalité, les élèves aiment beaucoup ça. Ça les motive énormément parce que c'est des langues finalement qui sont reconnues, alors que voilà, c'est pas forcément des langues qui sont souvent bienvenues, hein, dans l'espace de la classe. D'ailleurs, au début, c'est ce que je vous disais, on fait les biographies langagières parce que certains veulent pas nous dire qu'ils parlent créole ou qu'ils parlent ceci ou qu'ils parlent cela. Et en fait, ça les motive de façon assez importante. Et puis, ça permet justement de donner un peu plus de signification à l'activité. Et ça peut permettre justement d'être plus vigilant par rapport à ces pratiques langagières pour les élèves allophones. Mais les élèves francophones sont très contents qu'on fasse ça aussi. Hein. Nous, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'ils prennent mieux conscience, par exemple, de la question de la relation pour le de, alors que, voilà, c'est Goethe qui disait « Je ne connais pas ma langue si je ne connais pas d'autres langues ». Et en fait, ce détour, hein, par la langue
langue est assez intéressant. Alors, je vais vous montrer une expérience qu'on a menée pour les collégiens allophones en créant un cahier pour les élèves qui viennent d'arriver en France, où on a essayé de mettre en place un certain nombre de ces principes. Voilà, et c'est pas un cahier qui est parfait, mais en tout cas, au moins, il a le mérite d'exister et de répondre à un besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui sont allophones, qui sont dans les cours de maths, et finalement aussi aider et former quelque part aussi, c'était l'ambition du cahier, parce qu'il y a un guide pédagogique, etc., les enseignants qui doivent accueillir ces enfants dans leur classe. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a travaillé avec ce cahier. Et déjà, d'ailleurs, on a choisi de faire un cahier et pas un manuel. Ça veut dire que l'élève, il peut écrire sur son cahier, c'est personnel, et il peut justement faire de la différenciation pédagogique grâce au cahier. Alors vous allez voir comment. Hein. Donc ce que dit la recherche, là je ne vais pas revenir dessus, c'est que le fait évidemment de solliciter les langues et les expériences, parce qu'on va voir que là en maths, il a probablement aussi l'élève des expériences en mathématiques. Donc non seulement on va solliciter ces langues connues, mais on va solliciter aussi ces expériences mathématiques. Donc c'est ça qu'on va faire dans le manuel. Dans le cahier, pardon. Donc c'est un cahier qui est personnalisable, c'est un cahier où effectivement on va travailler à la fois sur les maths mais à la fois sur le français, parce que vous verrez que sur certaines séquences, il y a aussi des points d'accroche au niveau langagier. Donc d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce cahier, certains enseignants qui travaillent en REP+, avec des élèves qui ne sont pas tous allophones, qui ne viennent pas tous d'arriver, me disent « Ah, mais ça m'intéresse parce que j'ai des élèves francophones ou des élèves plurilingues, mais ils ne savent pas trop en réalité, mais qui ont des problèmes avec les pratiques langagières mathématiques et qui pourraient justement profiter d'un petit travail un peu plus précis sur la langue à un certain moment. » Voilà. Donc ça permet, tout à l'heure je vous l'ai montré, une mémorisation plus rapide du lexique parce qu'on passe aussi par les langues des élèves. Ils peuvent écrire des notions mathématiques dans d'autres langues s'ils le veulent. Et puis je vais vous parler aussi de la séquence introductive pour bien commencer. Alors, cette séquence introductive, vous voyez, elle est, là, on parle justement de l'histoire des nombres. On n'a pas de chance en français parce que 90, c'est 4 fois 20 plus 10. Et il y a beaucoup de langues qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc là, on va travailler vraiment avec le principe, on a vu tout à l'heure plurilingue, là, on va travailler sur le principe pluriculturel. C'est-à-dire que selon, évidemment, les langues, on ne compte pas de la même manière. Donc, on fait toujours une décentration. Et ça permet aussi aux élèves francophones, encore une fois, pour l'inclusion, de se dire « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai appris 90, mais en fait, c'est 4 fois 20 plus 10, etc. » Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez autre chose aussi, comment on dit un numéro de téléphone. Vous savez que d'une langue à l'autre, on ne le dit pas de la même manière. Comment on positionne, vous voyez là, pour les drapeaux, 3,412.1 et nous, 3412,1. Donc, vous voyez comment on positionne la virgule, comment on positionne le point. On croit que souvent, les mathématiques, c'est un langage universel, alors qu'en réalité, on voit bien que dans la didactique des maths au niveau interculturel, c'est très différent. Donc ça, on y tient. Par exemple, on a proposé aussi des outils que les élèves ne connaissent pas forcément ou qui connaissent, par exemple, différentes formes de rapporteurs, etc., qui n'existent pas forcément en France. Comment on note un angle ? Eh ben, on n'a pas besoin d'aller très loin. Par exemple, en Allemagne, on ne note pas l'angle droit de la même manière. Voyez ? Alors, tout ça, c'est si vous voulez, c'est je sais pas comment je pourrais dire, c'est des façons de réfléchir où dans le guide pédagogique, on dit à l'enseignant, bah voilà, demandez-leur, est-ce qu'ils ont d'autres façons de noter ? Parce qu'on ne peut pas dire toutes les langues et toutes les pratiques culturelles des mathématiques, c'est impossible. Il n'y aurait jamais un manuel qui pourrait être assez exhaustif. C'est ça l'interculturel. L'interculturel, on ne peut pas dire on ne peut pas donner des exemples de toutes les pratiques culturelles qui existent dans le monde, mais par contre, on peut dire attention, observer, regarder, se décentrer. Il y a certains principes de l'interculturel qu'on met en place. Et ça plaît beaucoup aussi, évidemment, aux élèves francophones. Donc là, vous voyez, pareil pour les grandeurs et unités de mesure. Moi, j'ai plein d'élèves indiens. Ils arrivent avec les pouces, les pieds, donc les degrés Celsius, Fahrenheit. Tout ça, c'est quand même... et souvent, on l'oublie. Là, c'est pareil. Et même, on le voit aussi dans les cultures éducatives en France, la façon de poser les opérations peut être très différente. Et malheureusement, des fois, on a des élèves qui sont doublement stigmatisés parce qu'ils arrivent à faire l'opération, mais on leur dit « Ah ben non, mais c'est pas comme ça qu'on pose l'opération. » Voilà. Alors que cette façon de poser l'opération et qui est juste pourrait peut-être intéresser un élève francophone qui, lui, a du mal avec la façon dont son enseignant lui a proposé de résoudre cette opération.
Donc vous voyez, c'est ça l'interculturel. C'est ça l'idée du diamant langagier. C'est qu'à un moment donné, ça circule et que tout le monde finalement a quelque chose à apporter. C'est pas encore une fois juste voilà, pour avoir un discours lénifiant sur cette question. C'est que réellement, le propre du plurilinguisme et du pluriculturalisme, c'est aussi ce travail. Voilà, je vais bientôt finir. Alors là, on en a parlé aussi. Hein. Comment de la vie quotidienne aux pratiques langagières mathématiques, il y a des transferts, sommet, hauteur. Alors, nous, en linguistique, on a coutume de dire que quand même, il y a un continuum. C'est pas non plus des mots qui n'ont rien à voir. Hein. Quand on a les arêtes de poisson, on voit que c'est tranchant, etc. Et après, si on a l'arête, par exemple, d'un cube ou d'une forme en 3D, il y a quand même un continuum de sens. Donc nous, on ne cherche pas le faux ami. Nous, on cherche le continuum possible. Vous voyez, c'est complètement une autre façon qui n'est pas puriste, en fait, mais qui est plus linguistique de travailler. Alors, c'est compliqué parce que la linguistique, ce n'est pas la grammaire, donc c'est un peu différent. Alors, juste pour vous dire très vite, on a été obligé de choisir 10 notions parce qu'on ne pouvait pas traiter tous les programmes. Vous imaginez, de la 6e à la 3e, c'était impossible. Mais ce qui était intéressant, c'est que pour chaque notion, effectivement, on a essayé de proposer qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les 10 notions. Alors, attendez, là, par exemple, sur la division, comment on découvre la division en 6e, en 5e, on va travailler sur les multiples et diviseurs, en 4e, sur les diviseurs communs, et en 3e, sur les multiples communs. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que chaque fois, on va prendre la même notion, mais selon... Alors comme nos élèves, ils n'ont peut-être pas les mêmes programmes dans leur pays, il y en a certains qui vont être plus avancés. Moi, les élèves syriens qu'on a eus étaient plus avancés en algèbre. Donc eux, même s'ils arrivent en 4e, ils peuvent faire les pages de 3e. Et là, ça les valorise. Et là, ils peuvent aider leurs camarades, même si c'est pas grave, ils expliquent en arabe syrien, peu importe. Mais ils savent faire une démonstration un peu plus avancée. Donc c'est tout le monde a l'occasion de briller. Vous voyez, c'est ça un peu aussi l'idée. Par contre, s'il y a des choses à rattraper, ils peuvent très bien refaire 6e, 5e, 4e. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'idée de... Voilà. Et chaque fois... Alors là, par contre, tout ce qui est linguistique, c'est opportuniste. C'est-à-dire que selon les auteurs, parce que c'est des profs de maths qui ont fait les activités, c'est pas moi qui suis linguiste, moi je suis la responsable éditoriale de la collection, mais voilà, ça s'arrête là, avec tous les principes que je viens de vous donner, mais après c'est eux qui travaillent les notions, eh bien, on a travaillé certains points de langue, et vous voyez que les points de langue, c'est pas que du vocabulaire, bien au contraire. Hein, on travaille sur la comparaison, on travaille sur le superlatif, etc., etc. Voilà, donc là je vais terminer en montrant que comme on est en inclusion, on a toujours une page pour démarrer l'activité, c'est des photos et ça permet justement une activité orale de groupe. Donc ça c'est important aussi parce qu'on a repris les principes du français langue étrangère où on travaille la compréhension orale avec des audios, hein, des vidéos aussi. Alors c'est très simple, il suffit de flasher avec son téléphone. Hein. Ensuite de la compréhension orale ou écrite, hein, parce que, attention, on ne va pas faire produire pour être sûr que l'élève a compris. On va d'abord proposer, évidemment, des tests et des évaluations pour savoir s'il a bien compris ce qu'on lui propose à l'oral ou à l'écrit. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail de groupe, hein, qui est une sorte de, pas vraiment tâche-problème, mais enfin, on pose des questions un peu générales sur la notion. Ensuite, il y a toujours... le répertoire plurilingue dont je vous parlais, c'est-à-dire que l'élève, il a déjà toutes les notions, les mots-clés ou les structures syntaxiques spécifiques de la leçon et il va pouvoir l'écrire aussi dans des langues qu'il connaît par ailleurs et puis aussi dessiner s'il en a besoin. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez tout simplement, vous voyez, en 6e, le niveau, les activités avec de l'oral, avec de l'écrit, voilà. Donc après, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en mathématiques en général. Et on a quand même des pictogrammes, vous voyez ici, qui évidemment, ça sont un peu nouveaux par rapport à des manuels. L'audio, la vidéo, la compréhension, hein. Et puis parce que ça, expression écrite, production d'un résultat, bon, d'accord. Mais il peut y avoir aussi de l'oral monologal ou du dialogal. Et il y a aussi des activités plurilingues où on va comparer par rapport à d'autres situations, comment on le dit ou comment on le fait dans d'autres cultures avec lesquelles on a été acculturé. Donc je termine en disant que c'est intéressant en recherche de se positionner dans un paradigme que j'appelle le recyclage des langues et des normes, c'est-à-dire que plutôt que de mettre des langues au rebut ou des expériences culturelles mathématiques au rebut parce que c'est pas celles qui sont pertinentes ou dans les programmes par exemple, ça peut être intéressant justement de considérer que ces interférences, je pose pas les opérations de la même manière, eh bien ça permet de prendre conscience qu'il y a une variabilité, la variation c'est la norme, mais que cette prise de conscience elle permet
permet de mieux m'acculturer aux pratiques langagières du français et en même temps disciplinaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en travaillant de cette manière-là, les élèves eux-mêmes, ils sont très... quand ils voient qu'il y a quelque chose qu'un élève ne comprend pas, ou si ils ont l'impression qu'il y a un doute, ils font des inférences après. Alors, c'est très intéressant, là j'ai pas le temps de vous montrer les corpus, mais où ils disent « Ah, mais c'est peut-être parce que dans la langue d'un tel, ça se dit pas comme ça, alors est-ce qu'il a compris ?» etc. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une ouverture à l'autre, à l'altérité, et une dynamique de classe qui se met en place qui est quand même très féconde. Donc j'aime bien travailler sur cette idée de recyclage et de dire que finalement on essaye d'être dans le développement durable aussi des apprentissages et qu'on ne voit pas l'élève comme lacunaire, mais on le voit comme ayant un potentiel qu'on peut activer et solliciter. Et donc, dans les enquêtes qu'on a pu mener, on a vu que ça permettait aux élèves d'être plus actifs, de renforcer leur capacité d'observation, d'analyse, de mise en relation, qu'on n'était pas englué dans le métalangage, puisqu'on peut dire simplement ce mot ou on peut montrer, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'activer les transferts. C'est pas enseigner la langue de l'élève, c'est pas du tout ça. Nous, c'est vraiment dans ce sens-là. Des fois, c'est pas toujours compris. Et puis pour les enseignants aussi, effectivement, c'est une façon de prendre conscience, encore une fois, que les élèves ont des compétences utiles, mais parfois c'est un peu stressant parce que ça veut dire que l'élève sait des choses que moi je ne sais pas. Je m'appelle le maître. Donc, qu'est-ce que je maîtrise là-dedans ? Je n'ai pas forcément été entraînée à activer les transferts, à m'intéresser du point de vue du plurilinguisme ou de l'interculturel ou à avoir une approche linguistique de la langue et même encore plus de ma discipline si j'enseigne les maths. Et donc, évidemment, ça peut stresser un petit peu. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps de voir les 2 minutes de vidéo, sauf si vraiment... Oui, et voilà. Alors ça, c'est le projet Listia, qui n'y a pas que les maths, mais vous verrez des exemples avec les élèves, ça dure 2 minutes. J'aime bien donner, c'est vrai, la parole aux élèves parce que c'est... Parce que dans nos classes ordinaires, les élèves parlent souvent de nombreuses langues. Je suis espagnole, je parle français et arabe. Et que nous l'ignorons. Pourquoi j'ai mis l'arabe? Parce que c'est la première langue que j'avais commencé à parler. Je vais présenter ces tableaux-là en ma langue. Je vais présenter en mandarin. Je l'ai appris à l'école quand j'avais 3 ans. Pourtant, les langues sont au cœur de notre humanité. C'est la langue de ma famille. C'est une langue que je parle à la maison avec mon frère, ma mère et mon père. C'est notre langue. On ne parle pas arabe. Au point que parfois les élèves les oublient eux-mêmes. Je trouvais ça super intéressant de valoriser en même temps ces élèves, de valoriser ces langues qu'on ne connaît pas toujours. Dans ma classe, je savais qu'il y avait d'autres langues que le français, mais je ne pensais pas autant. Tu apprends, tu découvres d'autres langues parce que je ne connaissais même pas. On était dans la même classe, ça fait 2 ans, mais je ne connaissais même pas. Il y en avait, je ne savais pas, ils parlaient des autres langues. Moi, je croyais qu'ils parlaient que le français, mais on a appris des choses avec ces personnes. Ça m'a surpris qu'il y ait autant d'enfants qui parlent d'autres langues. Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les gens de ma classe et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu à ma langue, à mes origines, un peu tout ça. Ça fait plaisir. C'est leur mettre face à eux ce dont ils sont capables. Et ce dont sont capables les autres aussi. Et d'apprendre aussi à mon fils l'origine de ses parents. Rapprocher encore plus. On a vraiment un étalage de toute leur richesse linguistique dont ils n'ont pas forcément conscience eux-mêmes. J'ai appris des choses sur mon origine, sur ma langue. Est-ce que tu parles d'autres langues à part l'espagnol? Je parle arabe et un peu de basque. Plante pan du matin tangrota et verde portocali de rose. Salam alaikum. Les langues sont une ressource puissante pour développer des compétences en langue de scolarisation. Et dans les autres matières scolaires. J'aurais aimé expliquer aux autres ce que ça veut dire. Au moins l'arabe, leur expliquer ce que ça veut dire en français. Ces élèves-là ont pu finalement conceptualiser peut-être à un niveau supérieur que ce qu'ils auraient pu faire en français. Une classe est loin d'être monolingue. Il faut quand même connaître sa classe pour pouvoir parler le même langage, c'est-à-dire pluriculturel et plurilingue. Est-ce que tu as vraiment aimé travailler sur la langue de ta famille?
Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. On me demande si le livre est accessible, on pourrait le voir. Et moi, ma question, c'est du coup, est-ce qu'il est accompagné d'une formation peut-être? C'est difficile peut-être de l'utiliser sans être formé. Il y a un guide pédagogique, il y a le webinaire aussi qu'on a fait pour le lancement. Donc moi, ce que j'espère, d'ailleurs, je dois dire que j'ai quelques maigres droits d'auteur que je reverse à une association parce que je ne veux absolument pas faire de l'argent sur le dos des enfants migrants, ça c'est hors de question. Mais en tout cas... le souhait, ce serait que ça puisse aider les enseignants à être formés à ces questions de plurilinguisme. En tout cas, c'est expliqué dans le guide pédagogique. Je pense que même le guide, il est accessible en ligne sans... voilà, il y a une affiche aussi pour la classe qui explique un certain nombre de principes. Et puis, il y a toute une collection. Parce qu'il y a avec vous au collège, il y a avec vous en maths. Là, va sortir avec vous en sciences. Donc, physique, chimie et SVT. L'année prochaine, on fait lire, écrire. Mais c'est pour le collège, voilà. C'est parce que le besoin, c'était surtout les collégiens. Parce que le professeur de l'école élémentaire, il assume tous les rôles, il peut un peu plus créer le lien, il y a peut-être moins de problématiques. Mais au collège, c'est compliqué quand même. Donc voilà. C'est chez Atier Didier, oui. Mais si vous voulez, je peux vous le faire circuler. Hein. Ils sont tous... Excusez-moi, parce que les micros sont un peu déchargés en fin de journée. Ils sont fatigués. Merci beaucoup pour cette présentation, ça nous ouvre des horizons. Moi, je me permets, donc j'avais une question. J'ai bien compris que le manuel, l'outil que vous venez de présenter, il est chez les collégiens, mais dans la vidéo, on a aussi vu les plus petits avec leurs professeurs qui les faisaient saluer. Et du coup, je me posais la question parce que c'est quelque chose que vous avez souligné dans un deuxième temps, mais sur la question effectivement du lexique pour dire les mots nombres. Donc là, vous soulignez le 80 qui en fait faisait prendre conscience, ou 90 même, aux élèves francophones à quel point c'était compliqué. Et en fait, effectivement, les élèves francophones peuvent être en difficulté aussi dans cet apprentissage-là, là où par exemple un élève mandarin aurait peut-être plus de transparence dans son lexique. Et du coup, je me posais la question aussi de pourquoi pas... Alors, j'ai conscience que c'est peut-être apporter de la confusion aux élèves si petits, mais non, pourquoi pas aller plus loin que juste dire bonjour. C'est ce que vous montriez en fait de façon implicite sur le comptage des élèves quand ils faisaient la file là, dans la cour de récréation. Donc voilà, je me posais la question aussi, en fait, là encore, sur l'apport pour d'autres, dans les deux sens, sur le lexique même mathématique des mots nombres chez les plus petits, et si c'était quelque chose que vous envisagiez de pérenniser avec des ressources comme chez les plus grands. Je vous ai montré, c'était juste pour vous montrer qu'il y a la présence de ces langues, mais après, il y a toutes les activités qu'on fait d'observation réfléchie du français, alors si c'est le français la discipline, ou bien de la discipline mathématique, à l'aune des objectifs en maths, en français, mais aussi en prenant en compte toutes les langues des élèves. C'est pas juste on fait des rituels. Après, par exemple, des rituels pour se présenter, ou voilà. C'est après, on regarde au niveau phonologique qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, les sons qui existent, les sons qui n'existent pas. Alors ça, c'est pour les tout petits, et c'est pour les langues, mais pour les maths aussi. Comment on compte aussi. Vous savez qu'on compte comme ça. Là, il y est d'ailleurs dans le manuel, mais il y a plein de langues où on compte d'une autre manière. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'idée, encore une fois, c'est pas d'apprendre toutes ces langues, mais c'est de bien comprendre qu'il y a une variabilité. Et justement, ça permet aussi, du coup, pour la mémoire associative, de mieux associer. Et le fait de ce détour, au niveau cognitif, ça permet davantage d'ancrer les apprentissages. Donc après, oui, il y a des alors, vous pouvez aller sur le site Listiac, il y a énormément de vidéos. Et il y a aussi des guides de formation pour les enseignants de toutes les matières. Et il y a des exemples de la maternelle jusqu'au lycée pro. Hein, donc voilà, où là, on va un peu plus loin. Et puis aussi, on a interviewé les enseignants, les inspecteurs pour savoir leur regard par rapport à toutes ces pratiques. Et puis sinon, il y a un film de 2 heures. Alors là, c'est un peu long, mais vous pouvez aller chercher le niveau qui vous intéresse. Par exemple, la maternelle qui s'appelle Le Diamant Langagier. Il est sur le site, sur la chaîne YouTube de notre unité de recherche L'Humain. Si on l'a appelé L'Humain, notre unité de recherche, c'est vraiment parce qu'on souhaite que l'élève ou l'apprenant, il soit vraiment au centre. C'est ça qui nous intéresse. Et là, vous pouvez aller voir Le Diamant Langagier. Et puis, vous pouvez tout à fait regarder que les vidéos sur l'école maternelle. Et là, vous avez vraiment des exemples d'activités un peu plus... Voilà. Après, il y a d'autres choses qui existent, hein.
peut-être vous connaissez, sur l'éveil aux langues, par exemple les langues du monde au quotidien, de Martine Kervran. Mais le problème, c'est que c'est des langues qui sont apportées dans la classe. C'est descendant et on fait ça un peu comme une matière à part entière. Alors que nous, ce qu'on développe depuis 20 ans, c'est ascendant, ça vient de l'élève et de ses besoins et on utilise les langues qui sont là. Donc c'est quand même un peu différent. Mais en tout cas, ça donne des idées d'activités qu'on peut mettre. Voilà. Il y a Laurent Gaillot aussi, qui est de l'Université de Genève, qui a fait un très bon livret pour EduScol sur la maternelle et comment on peut justement solliciter les langues des élèves, pas qu'en maths, hein, mais il y a des choses sur les maths. Donc oui, c'est possible. Merci beaucoup. Ma question, ça rejoint un petit peu celle de... C'est Cléa qui a posé... C'est toi qui as posé la question. Déjà, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Je travaille actuellement sur un projet sur le vocabulaire maths chez les allophones en maternelle. Et notamment, en fait, ce que vous avez raconté, ça m'a donné plein d'idées. Donc, je vais écrire mes enseignantes collaboratrices. Mais je me demandais à quel point, par exemple, les idées que vous avez données sur le fait de collaborer avec les parents ou les enfants, à quel point les enfants, à 3 ans, ils ont conscience qu'un mot, il est dans la langue du français ou dans leur langue, peu importe la langue de la maison, et à quel point c'est facile en fait de collaborer. J'imagine que le lien école, maison et avec la barrière de la langue, parce qu'il faut encore que la maman ou le papa connaissent la langue du français pour être capable le français pour être capable de nous dire que ce mot on le dit de telle manière dans cette langue. Donc ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, une question un peu plus sur votre travail. Est-ce que finalement ce travail avec le livret ou d'autres études, vous avez des mesures d'efficacité? Est-ce que à l'issue de ce travail avec le livret, on observe une amélioration de la compréhension ou de l'expression des mots de vocabulaire? Alors sur la première question, oui. Oui, avec les parents. Alors, dans un autre projet qui s'appelle Romtels, on a travaillé avec des familles roms qui étaient très peu compétents en français et qui ne savaient lire ni écrire en romani. Mais pourtant, vous avez vu certains extraits là dans la vidéo, on a travaillé sur le genre descriptif. Vous voyez que c'est très linguistique dans la discipline français, au collège, on l'a fait aussi à l'école primaire, parce que en plus on travaillait sur la transition école primaire-collège, donc c'était intéressant. Et ben les parents sont venus, les enfants ont décrit le tableau en français, ils ont pu le décrire aussi dans d'autres langues vivantes apprises au collège, et on a demandé aussi aux parents de décrire, et les élèves qui eux en fait savaient le romani, bah oui en fait c'est ça, vous avez compris comment on fonctionne, hein, c'est eux qui vont faire le lien, et donc les parents ont réexpliqué en romani, et là les élèves ont pu écrire en romani. Donc au musée de Beaux-Arts de Sète, il y a eu un moment où on a exposé les cartels en français, dans d'autres langues vivantes et en romani. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on peut travailler la coéducation même avec des parents qui sont pas lettrés et qui parlent faiblement français. Mais par contre, on pourra pas leur dire traduisez ceci, traduisez cela. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, ça va être dans des activités. Donc c'est là où mon diamant langagier, en fait je vais le mettre bientôt, je vais le monter sur bague avec des chatons, etc. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas pédagogie du projet, s'il n'y a pas différenciation pédagogique, vous voyez, il faut après qu'il y ait la conceptualisation, décentration. Donc après tout un tas de notions qu'on a en sciences de l'éducation, en didactique des langues et des cultures, si en fait ça ne permet pas de soutenir le diamant, il faut ça en réalité. Et donc c'est ça l'approche. Et sinon la deuxième question. Oui, alors les mesures. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que comme nous, on est en milieu écologique et que je ne peux pas avoir un répertoire plurilingue qui est le même que celui du voisin, c'est un peu compliqué. Cela dit, Isabelle Nocus, Delphine Guéda, elles ont fait beaucoup notamment en Polynésie, etc., sur les langues polynésiennes et le français. Elles ont fait des mesures, notamment en littératie, et elles ont montré l'effet bénéfique de mobiliser les langues familiales pour les développements en littératie, etc. Donc le livret, il vient juste de sortir, donc non, j'ai pas lancé des études là-dessus. Après, éthiquement, je sais pas si je le ferais, parce que c'est un peu compliqué. C'est quand même un éditeur qui est venu d'ailleurs nous chercher, mais qui est un privé, donc voilà. Mais là, c'est vraiment nos collègues en acquisition, parce que nous, on est déjà linguistes et didacticiens des langues. On travaille avec des didacticiens des disciplines. Ça fait beaucoup. Donc, moi, je serais tout à fait d'accord à travailler avec des équipes qui mettraient en place des mesures. Mais il faudrait voir, au niveau écologique, comment on pourrait comparer des groupes tests avec des groupes témoins. C'est pas évident, sachant que les répertoires plurilingues et pluriculturels sont très variés.
Oui. Oui. D'accord. Oui, donc ça c'est... Et oui, mais bien sûr, Ben, c'est très intéressant. Donc merci, j'ai trouvé la conférence absolument passionnante. Et ce que tu disais sur les liens qu'il y avait entre la langue d'origine et puis les proto-concepts mathématiques, ça rejoint un petit peu ce à quoi je faisais allusion en parlant des intuitions ce matin. Et en fait, je me suis demandé s'il y a eu des tentatives, tu as pris l'exemple du mot arête, et puis on voit bien qu'on a les arêtes de poisson en français, on a les arêtes d'une figure géométrique, mais il y a d'autres langues où on va choisir d'autres mots. Par exemple, en anglais, on va dire edge, et le edge, c'est l'aspect tranchant, et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des activités assez intéressantes pour en fait repérer ces espèces de noyaux intuitifs qui sont influencés par la langue d'origine et puis en même temps qui donne une idée du proto-concept mathématique. Et donc voilà, c'était pour savoir si c'est des choses que vous exploriez un peu, parce que ça me semblerait assez passionnant à creuser. Merci beaucoup Emmanuel. Alors on l'a fait pour le français, tu vois, dans les exemples qu'on a donnés, mais alors dans le guide pédagogique, on sollicite les enseignants en disant demandez à vos élèves qui ramènent leur manuel, est-ce qu'ils peuvent vous dire s'il y a les mêmes phénomènes sur des notions mathématiques qu'ils ont vues avant de venir, etc., etc. Mais en fait, comme on a une multiplicité, on peut avoir jusqu'à 200 langues dans le système scolaire français. Et puis après, il y avait des problèmes de place. En fait, on pouvait pas. On a donné quelques exemples. En fait, là, par exemple. Pour bien commencer, mais on n'a pas pu le faire. Mais oui, après, au niveau recherche, ce serait très intéressant de le faire, mais on ne l'a pas encore fait, en tout cas pas sur les autres langues. Mais on encourage l'enseignant à le faire sur mesure. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Je crois que tu as un peu travaillé sur les évaluations nationales. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Alors, on a travaillé sur les évaluations nationales dans les écoles élémentaires, notamment de Perpignan. Il y a un public gitan qui est très déscolarisé, par exemple, et qui n'avait pas forcément des performances, des bonnes performances. Et même d'ailleurs, ces évaluations, on ne les faisait pas remonter, parfois au ministère, parce qu'on ne voulait pas que certains établissements soient stigmatisés. Mais en fait, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas forcément plus de différences qu'avec d'autres élèves de milieux sociaux défavorisés. Et ce qui était très intéressant, notamment avec ce public gitan, qui soi-disant avait des problèmes avec l'écrit, avec l'orthographe, c'est que quand on repassait par le gitan, en fait, le gitan de Perpignan, c'est du catalan septentrional. Donc, toutes les lettres muettes se disent. Dans les dictées, par exemple, on disait la nuit tombe. Comment tu le dis en gitan ? La nit. Tu sais comment l'écrire. Et en fait, ils avaient de meilleurs résultats à la fin en dictée que les élèves francophones. Donc c'était vraiment intéressant parce que ça va un peu... donc comment on évalue ? Là, la Commission européenne se pose vraiment la question, ils ont essayé de pousser dans ce sens, je ne sais pas ce que ça va donner, mais qu'on évalue aussi dans d'autres langues que les langues des États-nations, finalement. Et qu'on valorise aussi tous. Alors les élèves peuvent le prendre au bac, peuvent prendre d'autres langues, mais voilà, ça fait pas partie vraiment du curriculum, ça fait pas des points en plus, ça fait voilà. Et puis notre idée, c'est comment inclure tout ça dans le système et pas encore que ce soit un dispositif avec des langues marginalisées, parce que c'est intéressant en fait. Moi vraiment, c'est mon côté linguiste qui ressort, mais c'est vraiment intéressant pour les pratiques langagières des disciplines. Donc je pense que ça c'est un point à garder en ligne de mire. Alors, petite annonce pour ceux qui nous rejoignent ce soir, donc plutôt 8h moins le quart. Reposez-vous bien en attendant, buvez beaucoup d'eau parce qu'on va avoir une petite dégustation de vin de la région. Merci à tous et merci encore à tous les intervenants qui nous ont passionnés.